See my patience, I just came here to defend. Bonjour à tous, merci à tous d'être venus. Donc on accueille Mathieu Dallon, président de l'ESWC, eSports World Convention, et aussi président et fondateur d'Oxhunt. Donc il va nous parler de l'e-sport et plus précisément de ce qui se passe en moment avec l'e-sport et le gouvernement. Donc Mathieu, vas-y. Oui, merci Justin. Merci beaucoup d'être réunis ici aujourd'hui, vous êtes nombreux. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter mon parcours, qui est un parcours d'entrepreneur. Je pense que ça peut peut-être vous donner des pistes aussi ou vous donner envie un jour de monter votre entreprise. Je pense que c'était l'un des premiers objectifs de la réunion. Vous parlez de e-sport pendant peut-être 20 minutes, les grands chiffres, comment s'organise l'écosystème aujourd'hui en France et dans le monde, qui sont les grands acteurs et comment s'organise cette économie, et puis ensuite en venir aux problèmes d'actualité qui sont aujourd'hui un enjeu de reconnaissance qui nous amène, moi et d'autres acteurs, à discuter avec des parlementaires et à essayer de structurer cette économie du sport électronique. Donc je vais vous raconter un tout petit peu mon histoire pour vous montrer qu'elle est somme toute assez normale. Alors j'ai 42 ans déjà. Oui, merci. Et donc, c'est peut-être un signe de se retrouver ici à l'école 42 aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Mais j'ai commencé il y a quelques années, à la fin des années 90. J'étais plutôt fan déjà de e-sport. Avec des copains, je jouais beaucoup à Quake et j'ai découvert Counter-Strike le jour de la sortie de la première bêta. J'avais monté un site communautaire à l'époque qui s'appelait C-Strike FR, qui était l'un des premiers sites de Counter-Strike au monde et qui a regroupé tous les clans et un annuaire de clans. Et on organisait des LAN parties qui s'appelaient les LAN Arena. On rassemblait déjà quelques centaines de joueurs en réseau dans des salles municipales. Et fort un peu de cette passion, avec mes copains, on s'est associés, on a monté une société qui s'appelait League Arena à l'époque, en 2000, et qui a été la première start-up de e-sport quasiment au monde, en même temps que Turtle Entertainment en Allemagne, donc sur les années 99-2000. Et à partir de ce moment-là, on a organisé des LAN parties professionnelles qui ont été les LAN, on va dire, les plus populaires à l'époque et qui ont engagé des joueurs venant de toute la France, mais aussi du monde entier. On était les grands événements qui rassemblaient des joueurs américains qui traversaient l'Atlantique pour jouer contre les Européens parce que les conditions de réseau étaient quand même assez pourries à l'époque. Donc on ne savait pas qui vraiment était le meilleur et c'était ces LAN parties qui le permettaient. Donc là, c'était à la plaine Saint-Denis, studio 217. Et à l'époque, déjà, là, peut-être que vous reconnaissez Elki, qui est aujourd'hui champion du monde de poker, qui jouait contre Slayer, un Norvégien, à StarCraft. Et on avait déjà, il y a 16 ans maintenant, l'envie et l'idée de mettre des joueurs comme ça sur scène. Alors voilà, c'est des écrans CRT, c'est des nappes en papier, c'est un petit podium, les bâches sont toutes pourries, mais il y avait déjà les prémices de ce qu'on peut voir aujourd'hui à une échelle assez gigantesque et dont on va parler. Donc je passe rapidement, on l'a organisé 2 fois dans des studios, on l'a organisé sous l'Arche de la Défense, on l'a organisé à la Grande Halle de la Villette, ça c'était 1500 joueurs en réseau à l'époque déjà. Et on avait tellement de demandes de participation qu'on s'est dit, il faut maintenant qu'on fasse des sélections. On organisait déjà un show avec des gens qui venaient, qui payaient un billet pour aller voir des Quakers se mettre sur la tronche sur écran géant. Ça marchait très bien. Mais fort de cette notoriété, on a dû procéder à des sélections et donc on a transformé le concept et on a transformé les LAN Arena, qui étaient des grandes LAN parties, en événements un peu plus showcase, un peu plus tournés vers le public déjà, parce qu'on s'est dit c'est pas mal les LAN, mais finalement ça ne concerne que les gens qui jouent et qui participent et il faut créer un effet de levier plus important, il faut ouvrir l'événement à un public spectateur et puis un public spectateur qui vient dans une LAN, il n'a pas grand chose à voir. Donc on a créé un concept qui s'appelait la Coupe du Monde des jeux vidéo en 2003 et au niveau international qui s'appelle toujours l'ESWC, l'Electronic Sports World Cup, et on a procédé à des sélections à travers le monde qui m'ont amené à créer des événements, on va dire un peu d'envergure un peu plus forte et surtout concentrés sur l'idée d'un spectacle et l'idée de la retransmission du jeu vidéo en direct. Là en l'occurrence c'est un match entre 04 et Cooler, qui sont 2 légendes de Quake, qui se sont affrontés à la première édition de l'ESWC au Futuroscope. Donc on a fait 2 éditions au Futuroscope. On a fait des grands tournois Warcraft, ça c'était en extérieur en l'occurrence sur ces années-là. En 2005, on est parti du Futuroscope, on l'a organisé au Carrousel du Louvre. Et là, il y avait déjà plus de 60 pays qui étaient licenciés, donc des qualifications dans le monde entier, les meilleurs joueurs qui se rassemblaient. Évidemment, toujours le principe du spectacle sur scène. Et d'ailleurs, à cette occasion, déjà un discours de Jean-Paul Huchon à l'époque, qui était président de la région Île-de-France, et qui avait fait un peu date, puisque Paris était candidat à l'organisation des JO. Ils ne l'ont pas eu finalement, mais il avait déclaré qu'il pousserait la présence du jeu vidéo à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques, déjà il y a 10 ans. Donc c'est un sujet récurrent.
Donc voilà, des setups de scène qui nous ont amené il y a 10 ans maintenant, à créer le premier événement de jeux vidéo à Bercy. On a pu accueillir 30 000 spectateurs sur 3 jours. Et on avait monté Bercy comme aujourd'hui les Worlds à League of Legends scénarisent leur finale, c'est-à-dire avec un ring central, avec une reprise des images sur les écrans géants. Et on est assez fiers finalement de ce setup parce que la photo continue à être utilisée aujourd'hui sur pas mal de sites en référence ou en démonstration de ce que peut être le sport électronique, c'est-à-dire un spectacle pour un public massif. Toujours à Bercy. Alors on peut juste s'attarder sur l'image. C'est-à-dire qu'on a, je pense, été assez pionnier dans la façon dont on a travaillé en surcouche de l'information du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de mode spec ou très peu. Il n'y avait pas d'overlay qui permettait de voir qui était vivant, qui était mort dans les parties. Donc on a développé des séries de plugins à gogo pour essayer de capter en temps réel les informations des parties, pour pouvoir les retransmettre à l'écran, avoir du scoring en temps réel, ce qui n'existait pas dans les jeux, on n'avait pas le score, savoir qui était vivant, qui était mort, quelle arme avait le mec à Counter-Strike, tout ça n'existait pas dans les interfaces. Et donc on a dû innover pour essayer de faire des interfaces comme ça qui mêlaient à la fois de la vidéo, de l'information statistique. Et donc c'est comme ça, d'une certaine manière, avec le SWC, on est devenu quasiment cette année-là l'événement leader du sport électronique face à un acteur américain qui s'appelait CPL et un acteur coréen qui s'appelait WCG. Et aucun des deux n'existe aujourd'hui. Et nous, on a réussi à survivre. Mais ceci dit, ça n'a pas forcément été facile. Alors, on l'a refait en 2008 à Bercy sous un format différent qui ressemble un petit peu à ce que fait aujourd'hui Turtle avec les IEM. C'est-à-dire qu'on avait coupé Bercy en deux avec une grande scène, un écran géant et puis 3-4 000 personnes qui étaient face à la scène. Là, en l'occurrence, c'était un match de filles. Les seuls contre les SK Gaming, toujours à Counter-Strike, et derrière une partie un peu plus salon. En 2008, on est parti aussi aux États-Unis. On s'est dit que ce serait génial de tenter l'aventure américaine. Et avec mon équipe, on a organisé la finale de l'ESWC à San José, en Californie. Et pendant 6 mois, on a prospecté sur le marché américain pour essayer d'avoir un peu de sponsoring et de soutien. Et on s'est gaufré, en fait. On n'a pas réussi, on a perdu beaucoup d'argent aux États-Unis, on est revenu en France en 2009 et c'était un peu la crise. Les entreprises prenaient cher d'une manière en général et nous en particulier, étant sur un secteur qui n'était pas mûr encore. Il faut savoir que toute cette période-là, c'était avant Twitter, c'était avant Facebook, c'était évidemment avant Twitch TV, c'était avant tous les effets de levier qu'on peut avoir aujourd'hui sur Internet. Et donc, ayant perdu beaucoup d'argent aux États-Unis, on est revenu en France et on n'a pas réussi à remonter les opérations. Et donc, du coup, j'ai dû déposer le bilan. Et ça a été assez d'ailleurs formateur dans mon parcours d'entrepreneur. Voilà, on était 15 à Paris, on était heureux, on était sur un secteur en croissance assez formidable et puis finalement on n'a pas réussi et puis on a dû tout arrêter. Je me suis cette année-là réassocié avec un développeur et on s'est dit qu'on n'allait plus faire ça du tout, qu'on n'allait plus faire d'événements et qu'il fallait qu'on trouve une place dans l'écosystème des sports électroniques plus pérenne avec un modèle économique qui ne dépende pas finalement de budget de communication ou de marques tierces. On avait bien senti aussi que toutes les compétitions qu'on développait sur des jeux qui ne nous appartenaient pas, un jour nous échapperaient. C'est-à-dire que finalement, ces propriétés intellectuelles que sont les jeux vidéo, les éditeurs aujourd'hui ont bien cerné et senti toute la puissance qu'il y avait à gérer une Coupe du Monde sur leur jeu ou à la développer. Ça augmente la rétention des joueurs, ça développe une histoire formidable, ça humanise le jeu. Et donc, finalement, aujourd'hui, on assiste à une sorte de récupération de l'industrie, récupération du e-sport et de tout son message et toutes ses valeurs. Et toutes les grandes compétitions aujourd'hui qui sont organisées sont des compétitions organisées par les éditeurs. Et donc, on s'est dit que finalement, l'avenir de l'ESWC était probablement un peu fragile. Et on a voulu créer avec mon associé une plateforme qui s'appelle aujourd'hui tournament.com. Et donc, à la tête d'Oxent, que je co-dirige avec Antoine, on édite un logiciel en ligne qui permet à n'importe qui d'organiser des tournois de jeux vidéo n'importe où sur la planète. Voilà. Et aujourd'hui, on a à peu près 25 000 organisateurs de tournois qui l'utilisent et on espère être le logiciel qui sera le Twitch des tournois, quoi, d'une certaine manière, la petite brique techno qui permettra à n'importe qui dans les jeux d'organiser des tournois très facilement, de récupérer les datas très facilement, de les renvoyer ailleurs sur un site tiers d'opérations spéciales ou dans le jeu très facilement. Et ça s'appelle tournament.com. Mais le hasard a fait que la personne qui avait racheté le SWC à la barre, le jour où j'avais déposé le bilan, m'a recontacté au bout d'1 an et demi en me disant qu'il n'arrivait pas à le relancer et il m'a demandé de lui produire. Donc je l'ai amené à la Paris Game Week et je lui ai organisé à la Paris Game Week. Et ça s'est très bien passé. Et avec l'argent que j'ai gagné, je lui ai racheté. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Oxent, par accident, développe une plateforme et en plus réorganise le SWC tous les ans, mais sous un mode un peu différent, qui est plus une forme de convention, et c'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui Electronic Sports World Convention, c'est-à-dire qu'on a plutôt
l'ambition d'accueillir les compétitions des autres plutôt que de nous-mêmes organiser des Coupes du Monde. Voilà la différence majeure. Et donc au cœur du salon, voilà, on continue à attirer pas mal de monde. Ça marche plutôt bien. On s'est lancé sur Call of Duty. C'était pas forcément évident au départ. Puis aujourd'hui, c'est un des jeux qui a les communautés les plus actives, notamment sur Twitter. On organise une étape de la Call of Duty World League au Zénith dans un mois, sur 3 jours. Et puis voilà, je vous ai à peu près tout dit. Donc on est une toute petite société, on est 15. On a deux salariés aux États-Unis qui font du business development. On a 10 ingénieurs et puis 2-3 personnes qui s'occupent de l'ESWC. Voilà. On te laisse t'installer. Alors pour vous parler de l'économie du sport électronique d'une manière un peu plus large, avant de rentrer dans les considérations des discussions avec les parlementaires, c'est une économie qui aujourd'hui est très largement portée par les éditeurs de jeux. C'est-à-dire que c'est très difficile pour un acteur indépendant aujourd'hui d'exister. La plupart des startups ou des sociétés qui sont indépendantes des éditeurs, j'en connais aucune qui gagne de l'argent réellement. C'est-à-dire que soit vous êtes une société de service type Turtle Entertainment qui organise pour le compte d'eux des opérations, c'est-à-dire finalement vous êtes prestataire pour le compte de Blizzard par exemple des WCS, et là vous gagnez de l'argent, soit vous êtes plutôt en mode investissement, c'est-à-dire que vous essayez de trouver votre place un peu comme nous. Et donc il y a des dizaines de boîtes à travers le monde qui essayent d'exister dans cet univers des sports électroniques qui est donc aujourd'hui considérablement dirigé et régi par les détenteurs des droits, c'est-à-dire les éditeurs de jeux. Voilà. Et ces éditeurs, aujourd'hui, pèsent, on pourrait les citer, Activision Blizzard, plus de 5 milliards, je crois, Riot Games, qui édite League of Legends, vous avez Ubisoft, qui s'aventure aussi un petit peu dans le e-sport. Tous ces éditeurs se sont dit probablement que le e-sport serait le prochain relais de croissance de leurs jeux. C'est-à-dire que les jeux aujourd'hui génèrent une économie lorsqu'ils sont vendus. Et ensuite, finalement, au bout de 3 semaines à 3 mois, le jeu est abandonné et en général, il ne génère plus rien pour l'éditeur. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le continuer ou à le développer. Et le sport électronique, notamment par l'organisation de compétitions, permet une durée de vie du jeu complètement différente. C'est-à-dire qu'à travers le sport électronique, vous allez pouvoir fidéliser des communautés que vous allez pouvoir monétiser, évidemment, et qui vont vous rapporter dans la durée beaucoup plus d'argent que de vendre une fois un jeu. Voilà le principe de manière un peu grossière. Et donc, il y a toute une économie qui se crée sur le développement à la fois de DLC, c'est-à-dire de services à télécharger, d'une économie d'items virtuels, par exemple, autour du sport électronique, de stickers, de skins, une économie donc, qui ressemble à du merchandising, finalement, s'il fallait trouver l'équivalent dans le sport traditionnel, c'est une forme de merchandising virtuel, qui est assez intéressant. Et probablement, on va aller vers une économie de service qui va faire que le joueur de sport électronique il va payer une sorte de licence, comme aujourd'hui un sportif, un judoka paye une licence à sa fédération. Il paye une licence pour pouvoir être un joueur officiel d'une ligue. Je pense que c'est un petit peu ça le fil. Et donc dans cet écosystème d'éditeurs de jeux et de studios qui créent les jeux, vous avez plein de métiers qui commencent à se dessiner, notamment le métier des clubs, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez être un joueur avec du talent. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir à forcément bien évoluer dans cet univers. Et c'est bien de rejoindre une structure qui vous encadre, qui vous coach. Et donc, il y a une vraie création de valeur aujourd'hui autour du joueur et autour du club qui encadre le joueur. Donc ça, c'est un des éléments, un des agents économiques de cet écosystème qui est assez important. Vous avez évidemment tous les opérateurs, c'est-à-dire tous les organisateurs qui savent faire du sport électronique. Les éditeurs ou les créateurs de jeux ne savent pas forcément bien organiser des compétitions, ni sur le plan technique, ni sur le plan de la gestion de communauté. Et donc, vous avez pas mal d'opérateurs qui sont aujourd'hui soit des opérateurs d'événements offline, soit des opérateurs d'événements online, et qui créent plus ou moins des technologies pour optimiser leur production. Alors ça va de sociétés comme nous, par exemple, qui sommes à la fois opérateurs sur du online et du offline, ou des sociétés comme Faceit, des sociétés comme Turtle, et puis vous avez des médias, voilà, pour vous donner un aperçu de l'écosystème. Alors les médias, c'est à la fois aussi des médias traditionnels type Millennium, ou alors c'est des technologies qui sont devenues des médias, comme YouTube est devenu un média, comme Twitch aujourd'hui. Et donc cette économie, elle pèse a priori, mais je trouve que c'est pas beaucoup, environ 600 millions de dollars dans le monde, lorsqu'on additionne tous les investissements qui sont faits par des marques pour sponsoriser de la compétition de jeux vidéo.
Je pense qu'on ne tient pas compte de toutes les entrées payantes à toutes les LAN parties, tous les week-ends dans le monde entier, parce que sinon je pense qu'on serait sur un chiffre un peu plus important. Mais disons que c'est une économie d'environ 600 millions d'euros, ou 600 millions de dollars, qui visiblement, d'après des analystes pointus, devrait rapidement être une économie d'1 milliard sur un volume de l'économie du jeu vidéo qui est d'environ 90 milliards de dollars. Voilà. Donc le e-sport est encore tout petit à l'échelle du jeu vidéo, mais par contre, sa marge de progression est énorme. Et c'est ce que tout le monde attend finalement, que chacun des agents économiques que je vous ai décrits trouve son modèle, trouve sa raison d'exister, et que chacun travaille de manière vertueuse, ce qui n'est pas forcément encore le cas. Il y a beaucoup d'étoiles filantes dans cette économie, c'est-à-dire des gens qui se lancent, qui investissent beaucoup d'argent et qui finalement ne durent pas, ou n'ont pas les ressources pour pouvoir durer. Et donc on attend un petit peu un équilibre de cet écosystème qui est naissant, et j'espère y participer depuis la France, et y participer encore longtemps. Voilà. Juste un chiffre assez parlant. Twitch TV aujourd'hui écrase tout le live stream évidemment de jeux vidéo versus Dailymotion ou versus YouTube, et quasiment 20% du trafic de Twitch TV c'est du e-sport, c'est-à-dire c'est des grandes finales. Et pour Twitch TV, la monétisation la plus naturelle et la plus forte aujourd'hui c'est le e-sport. Et Twitch TV a été racheté 1 milliard cash par Amazon, donc voilà, pour vous donner des ordres de grandeur, une boîte qui faisait 30 millions de dollars a été rachetée 1 milliard. C'est un signe de la puissance de ces audiences, de la façon dont ces audiences peuvent être perçues comme étant prescriptifs ou en avance sur les tendances. Et voilà, 20% du trafic est lié au e-sport, donc on est sur quelque chose de réel, un appétit réel d'environ 200 millions de fans à travers le monde, probablement 100 millions de joueurs et 100 millions de gens qui aiment bien regarder des matchs. Voilà, donc 200 millions de fans, une économie de 600 millions de dollars, qui va vite être une économie d'1 milliard. Et un média très fort qui s'appelle Twitch et qui règle un petit peu tout. C'est-à-dire c'est Twitch qui permet aujourd'hui de toucher des audiences. Donc Twitch est au cœur de cette économie, en relation avec les éditeurs, en relation avec les talents, les joueurs, en relation avec les organisateurs de tournois. Voilà l'aperçu à date de l'écosystème. Je reprends ma salive. Donc évidemment la France et les parlementaires en France se sont dit qu'il y avait forcément quelque chose à faire pour que la France ait un rôle à jouer dans le contexte international et soit peut-être un pays attractif, ou qu'en tout cas on ne laisse pas passer la puissance à la fois de communication et la puissance économique de ce marché. Et à force d'un certain lobbying sous-marin depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, avec différents acteurs, donc notamment le syndicat des éditeurs, mais tous les acteurs français, donc ça va de O-Gaming à Turtle, à Webedia, on a milité pour qu'il y ait des dispositifs qui permettent au sport électronique d'être régulé, ou en tout cas de sortir d'un certain flou légal dans lequel il évoluait. Le premier point, et donc voilà, toutes ces discussions ont donné lieu à quelques points qui ont été ajoutés au dernier moment au projet de loi sur l'économie numérique d'Axel Lemaire. Ces points ont tout de suite fait un gros buzz et pas mal de débats au sein des parlementaires, et du coup Manuel Valls a dit « Attendez, on va peut-être se poser, et je vais demander à 2 parlementaires d'écrire un rapport. Ils vont écouter tout le monde, et puis ils vont essayer de pondre finalement une synthèse des meilleures choses à faire pour pouvoir permettre au sport électronique de se développer. » Donc ce rapport il a été remis il y a quelques semaines, et on est dans une phase où tout le monde est en train de lire ce rapport, est en train de l'amender ou d'essayer de trouver les choses à modifier ou les acquis qui seraient bien de consolider. Nous, les premiers points qu'on voulait défendre, c'est que le sport électronique sorte de son assimilation de fait à des jeux d'argent. Alors ça peut paraître un peu incongru, mais aujourd'hui, au regard de la loi, lorsque vous organisez un tournoi de jeux vidéo, vous êtes normalement assujetti au régime des jeux et normalement contrôlé et régulé par le ministère de l'Intérieur lorsque c'est un tournoi offline. Parce que vous demandez en général un fee à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a des frais de participation, et puis il y a une espérance de gain à l'arrivée. Et cette mécanique-là, qui est du hasard ou pas, normalement, c'est la police des jeux qui la régule, et vous devez avoir un agrément, comme les casinos en agrément, pour pouvoir le faire. Évidemment, personne n'a cet agrément. Donc l'ensemble des compétitions sur offline sont aujourd'hui d'une certaine manière hors la loi, et ça bloque un petit peu les investissements. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on essaye de trouver des fonds, qu'on essaie d'attirer des grandes compétitions internationales en France, des gens qui creusent un peu, qui font des études de faisabilité ou des freedom to operate, par exemple, se disent attends, en fait, le terrain législatif, il n'est pas propice ou il n'est pas favorable au développement du sport électronique. Donc on a voulu mettre ce point en lumière. Et sur la partie online, d'une certaine manière, c'est encore plus tricky parce que
Les tournois online, normalement, sont régulés par le jeu en ligne, en général, est régulé par l'Argel, qui s'occupe du poker et de la régulation du poker. Et toute personne qui veut organiser finalement un jeu d'argent en ligne ou un jeu en ligne avec une espérance de gain, normalement, est soumis à un agrément de l'Argel et à une forme de taxation qui est évidemment pas favorable. C'est-à-dire que les jeux d'argent en France en ligne ne se sont pas développés, notamment parce que la législation est assez dure, est assez difficile. Et il se trouve que voilà, le contexte aujourd'hui fait que tous les gens qui organisent des tournois online, normalement, devraient être soumis à une licence de l'Argel et ne le sont pas. Donc le premier point des discussions avec les parlementaires était là. Pouvoir sortir le jeu vidéo, c'est-à-dire finalement le jeu d'adresse ou de skill des jeux de hasard, et pouvoir sortir les tournois de jeux vidéo d'une manière générale des jeux de loterie, parce qu'ils étaient assimilés de fait. Et ça, je pense qu'on a, dans le rapport des parlementaires, bien avancé. Et aujourd'hui, c'est quasiment acquis que tout le monde est d'accord pour que les tournois de jeux vidéo aient un statut spécial. Donc ça va être la première forme de reconnaissance, on va dire, de l'e-sport en France. Le deuxième point assez important sur lequel on a travaillé, c'est le statut du joueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le joueur de jeux vidéo, bon, ça ne concerne pas encore beaucoup de monde, mais finalement, il y a des gens qui sont professionnels, c'est-à-dire qui essayent de gagner leur vie en étant joueurs professionnels de jeux vidéo. Et malheureusement, ils sont pour la plupart dans une situation assez précaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'outils pour négocier leur contrat ou pour pouvoir encaisser de l'argent de manière légale à la fois lorsqu'ils participent à des compétitions et qu'ils gagnent du prize-money, ou lorsqu'ils sont en contrat avec un club, ou lorsqu'ils streament par exemple sur Twitch ou sur YouTube leurs vidéos. Et donc il fallait un peu se questionner sur le statut du joueur, savoir si le joueur, lorsqu'il était champion de jeux vidéo et qui donc produisait une image, pouvait être assimilé au statut des artistes par exemple, ou si le joueur pouvait être assimilé au statut des sportifs, dans le sens où finalement le sport électronique a tous les codes du sport, même s'il y a plein de différences, et je pense que c'est toujours un débat ouvert. Mais... Donc est-ce qu'il fallait plutôt l'orienter vers le ministère de la Culture? Est-ce qu'il fallait plutôt l'orienter ou trouver une assimilation au ministère de la Jeunesse et des Sports? Ou est-ce que tout simplement il ne fallait pas essayer de trouver une forme de CDD qui corresponde à la saisonnalité des compétitions pour qu'un club puisse facilement embaucher un joueur avec un contrat type e-sportif sur des durées courtes et qui puisse comme ça changer et engager de fait des CDD de manière rotative, quoi. Donc là, sur ce point, on a aussi pas mal travaillé et je pense qu'on va arriver à une solution assez saine. Mais reste évidemment plein de questions en suspens, notamment sur le droit des images. Et ça, c'est plus un combat de long terme, dans le sens où aujourd'hui, lorsqu'un joueur crée une performance, en fait, il transforme des images qui ne lui appartiennent pas. Il transforme des images qui sont soumises au copyright, c'est-à-dire à la propriété d'un ayant droit, à la propriété de l'éditeur de jeu. Et pourtant, cette image-là, elle est fabriquée avec l'intelligence du joueur. Et donc, le joueur devrait de fait pouvoir réclamer un droit sur la commercialisation de cette image ou sur l'utilisation de cette image. Et aujourd'hui, il n'en a pas. C'est-à-dire que toutes ces images, elles sont totalement verrouillées et elles appartiennent à l'éditeur de jeu. Et je pense qu'il y a un combat de fond à mener, comme il y a 200 ou 300 ans, il a été mené pour les artistes en général. Ça a donné naissance au droit d'auteur. Et donc je pense qu'il y a un combat de fond à mener pour que les joueurs aient une forme de droit de propriété sur leur partie et qu'on puisse réellement structurer du coup une économie de cession de droit à partir de cette image qui permette à des promoteurs de compétition d'organiser des compétitions sans forcément avoir l'autorisation de l'éditeur, et ça pourrait changer pas mal de choses. Mais ce point-là, c'est plutôt un point de long terme. Et je pense qu'on va y travailler encore quelques années et ça passera nécessairement par une confrontation avec les éditeurs de jeux, une confrontation entre les joueurs et les éditeurs. Comme à un moment donné, les tennisman se sont ligués pour créer l'ATP face aux fédérations de tennis et pour finalement aujourd'hui régir le tennis mondial. C'est-à-dire que ce sont les joueurs qui se sont associés et qui décident de la façon dont le tennis est joué. Dans le golf, c'est pareil, c'est l'association des golfeurs professionnels qui régit la façon dont le golf est joué. Et je pense que dans le rapport de force aujourd'hui dans le sport électronique, le rapport de force il est totalement à l'avantage de l'éditeur, qui décide du jeu, qui décide des règles, qui est propriétaire de tous les droits des images. Et finalement, le joueur, lorsqu'il est en tête de gondole, lorsqu'il est le meilleur joueur du monde, il est chouchouté, évidemment, donc personne ne se plaint. Mais l'économie générale du jeu fait que la plupart des joueurs, finalement, sont complètement sortis de cette économie et rien ne peut se structurer à partir du jeu amateur. C'est-à-dire qu'aucun club aujourd'hui ne peut parier sur un talent en se disant si je signe ce joueur et si je lui permets de se développer et d'être un jour le Zlatan de League of Legends, qu'est-ce qui va se passer? Il ira signer avec l'éditeur et tout mon investissement finalement partira à la poubelle et je ne pourrai rien défendre. Donc on est dans un combat de long terme, mais qui se pose sur plein de champs du numérique en général. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple un peu extrême, qu'est-ce qui empêcherait demain un fabricant d'appareils photo d'avoir des droits sur la photo que vous prenez parce que son capteur numérique, il a déposé une patente ou il a une algo qui fait qu'il réceptionne la lumière d'une certaine manière et finalement c'est sa photo et pas la vôtre. Voilà.
Lorsque vous jouez une partie de jeu vidéo, c'est à peu près la même chose. Finalement, vous transformez avec un outil numérique une image, mais ce n'est pas la vôtre. Donc je pense qu'il y a un point de fond, un verrou qu'il faudra faire sauter un jour, lorsque les joueurs sont suffisamment riches, ou que la masse de joueurs soit suffisamment forte et liguée pour pouvoir être aussi puissante que l'éditeur qui fait le jeu. Voilà pour les 2 points essentiels donc, de la discussion avec les parlementaires. Il y a évidemment plein de sujets qui sont périphériques. Le statut des images de jeux vidéo en télévision, par exemple. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'émissions de télé sur League of Legends ou sur Counter-Strike? Bon, hormis les problèmes de violence et de 18+, c'est parce que le CSA en France interdit tout simplement qu'il y en ait. C'est-à-dire que même les chaînes de jeux vidéo ne peuvent pas faire des émissions dédiées à des communautés parce que c'est un produit commercial et qu'on ne peut pas construire une émission sur un produit commercial unique. Il faut qu'il y ait une multitude de produits qui soient montrés en même temps. Donc une émission de jeux vidéo, elle peut avoir de sens que si vous montrez 10 jeux différents. C'est même pas de sens, elle ne peut être autorisée que dans ces conditions-là. Et donc on est en train aussi d'essayer de modifier la loi pour que le CSA autorise des contenus de jeux vidéo exclusifs qui permettent de retransmettre en toute liberté, par exemple, des parties dans la durée de League of Legends en télévision. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et autre discussion, évidemment, toutes ces compétitions de jeux vidéo, elles sont financées essentiellement par du sponsoring, un peu comme dans le sport traditionnel. Et dans le sport traditionnel, il y a une exception, c'est-à-dire qu'on tolère que les marques soient visibles en télévision sans que ce soit considéré comme de la publicité dissimulée. Et ce n'est pas le cas dans le sport électronique. C'est-à-dire que le sport électronique a encore un frein en télévision, notamment parce que les marques ne peuvent pas être visibles. Et donc moi, par exemple, en tant que promoteur, lorsque je vais monter un projet avec des financements privés, avec SFR ou avec LDLC, il faut que je puisse promettre quand même un reach suffisamment puissant, qui soit à la fois online, mais aussi en télévision. Et en télévision, je ne peux pas y aller, ou en tout cas, je ne peux pas montrer la marque. Sinon, c'est de la pub et elle doit repayer à la télévision le droit d'y être. Donc c'est un petit peu compliqué. Et donc le CSA va autoriser un certain nombre va permettre quelques libertés sur ce point-là. On attend encore d'ailleurs tout le volet d'aide, puisque ce rapport des parlementaires a vocation à aussi développer l'économie du e-sport et donc libérer un certain nombre d'aides pour que peut-être des startups se créent plus facilement ou que des organisateurs aient accès à des subventions ou qu'il y ait un système de subvention un peu comme dans le cinéma, c'est-à-dire que le CNC finance le cinéma, les documentaires, a même d'ailleurs une partie pour financer la création de jeux vidéo. Il pourrait y avoir aussi une enveloppe, un budget qui finance aussi peut-être le développement d'une forme peut-être de fédération, même si il ne faut pas glisser sur fédération sportive, mais en tout cas faire que cette économie puisse être un peu plus solide. Voilà. Je pense avoir brossé tous les sujets, je suis désolé, j'ai parlé vite, mais l'idée de notre rencontre, c'était surtout de pouvoir échanger avec vous, peut-être dans des questions-réponses. Si Justin, c'est comme ça que tu veux qu'on procède. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des idées de questions? Chaf. Bon, je vais passer le micro au président d'Arcade 42. Bonjour. Déjà merci pour être ici et puis pour me parler de quelque chose que j'imagine ici on tient tous à cœur. Il y a un point en fait sur l'édition des jeux vidéo qui existe et qui est aussi un frein. Mais est-ce que ça serait pas plus intéressant en fait la chose, bon, je perds un peu mes mots. Les sports traditionnels, le football et autres, ne sont possédés par personne. Est-ce qu'à terme, des disciplines, des sports, des logiciels, des jeux et autres peuvent être créés sans que ce soit disponible à personne, pour que ce soit libre et accessible à tout le monde, ce qui fait plus du tout de problème de droit ou d'édition et autres, et que ce seront les joueurs et les fédérations qui possèdent réellement les propriétés au niveau de ces jeux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que... Oui, je pense que, alors techniquement et juridiquement, c'est possible. On pourrait imaginer un glissement du modèle de l'open source sur le jeu vidéo ou du logiciel libre. Mais il faut savoir que même dans le logiciel libre, je ne suis pas un expert, hein, mais il y a différentes branches, il y a aussi des formes de propriété. Il n'y a pas forcément libre, ça ne veut pas dire non plus complètement ouvert. Et en matière de création, et même de création numérique, vous avez toujours un droit d'auteur. Vous avez toujours quelqu'un qui fabrique une musique, par exemple, ou qui crée une image. Et donc, ça veut dire une multitude de droits qu'il faudrait lever pour que le jeu soit totalement libre et ouvert. Mais bon, je pense qu'on va forcément avoir, et d'ailleurs il y a eu des initiatives, je ne sais pas si vous connaissez un jeu comme Varso par exemple, qui avait été créé sur un moteur 3D gratuit et dont tous les assets ont été portés en Creative Commons. C'est un modèle de jeu logiciel libre.
On y arrivera, c'est certain, mais est-ce que ces jeux-là vont rencontrer leur public? Est-ce que ces jeux-là vont être aussi forts que des jeux créés par Blizzard, par exemple? C'est difficile à dire parce que c'est des années d'expérience, c'est des investissements colossaux. Lorsqu'il a fallu créer League of Legends, construire l'équipe de Riot Games, aller lever 400 millions de dollars chez Tencent pour pouvoir fabriquer le jeu. Est-ce que la communauté, voilà, avec Kickstarter ou je ne sais pas quels outils elle peut avoir, peut arriver à ce niveau de qualité, c'est pas sûr. Et surtout, il n'y a pas de recette du succès. C'est-à-dire, il n'y a aucun éditeur qui a la recette du jeu qui va marcher. Donc, on y arrivera. Je pense vraiment plutôt que la voie, elle est nouvelle. C'est-à-dire que on va pas, et c'est pour ça que c'est du e-sport et que c'est pas du sport. Je pense qu'il ne faut pas chercher à calquer le modèle du sport. Et même lorsqu'on regarde le modèle du sport, lorsqu'on s'interroge par exemple sur le football, on dit le football appartient à personne. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'au-dessus de la FIFA qui gère le football, il y a une toute petite association qui est constituée, je crois, par la fédération anglaise, qui a inventé le football, la fédération irlandaise, et 2 autres institutions, qui sont dépositaires de ce que c'est que le football, comment on y joue. Et donc, d'une certaine manière, même si ce n'est pas de droit privé, c'est-à-dire même si ce sont des associations qui n'ont pas vocation à faire du profit, d'une certaine manière, il y a quand même des gens qui contrôlent et qui régissent la façon dont le football est joué. Alors après, il y a toute une organisation qui fait que pour que ça marche bien, il faut que ce soit démocratique, il faut que tous les pays y adhèrent. Donc, il y a des mécanismes qui font que, de manière participative, on peut changer la gouvernance du jeu, du football par exemple. Mais c'est long, c'est fastidieux, et malgré tout, il y a toujours une entité qui contrôle à l'origine le concept. C'est un petit peu pareil dans le jeu vidéo. Voilà. Mais je pense qu'il faut juste desserrer un peu la ceinture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est entre les mains de l'éditeur, du créateur. C'est même vrai d'ailleurs pour les gens qui participent à la construction de l'œuvre. C'est-à-dire lorsque vous fabriquez une œuvre numérique aujourd'hui, finalement, rien n'appartient individuellement au créateur, ça appartient à la société qui l'a fabriqué. Donc il y a peut-être aussi des choses à faire évoluer sur ce terrain-là. C'est pas tellement un souci qu'il y ait une propriété privée. Je pense que la question, c'est la gouvernance démocratique. C'est faire que les gens qui y jouent, d'une certaine manière, participent à la façon dont on joue. Et tous les grands succès du sport électronique, ils se sont construits d'ailleurs sur des initiatives communautaires. C'est-à-dire que le succès de Counter-Strike, c'est finalement la modification d'Half-Life, faite par des gens qui ont été à l'écoute de la communauté et qui ont modifié bêta après bêta le jeu pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Dota ou League of Legends sont hérités de Dota 1, qui a été une modification de Warcraft 3 et qui, du coup, a donné naissance aujourd'hui aux deux plus gros MOBA de la planète, et ainsi de suite. Des exemples comme ça, il y en a plein. Donc, on n'est pas forcément aujourd'hui dans l'attente pour que ça explose, pour que ce soit naturel et comparable au sport, dans l'attente d'une perte totale de droits, mais plutôt d'un partage. Je pense à un partage lucide et équitable entre notamment le joueur et le créateur du jeu. Voilà. En fait, la question que je me posais, c'est est-ce que les chaînes privées sont assujetties aux mêmes réglementations que les chaînes publiques? Oui, clairement. Ouais. C'est la même chose? Ouais, je dirais même que les chaînes publiques, d'une certaine manière, ont aussi des missions de service public. Donc, elles ont des choses à faire pour être en phase avec la société dans laquelle on vit. Alors que les chaînes privées, elles n'ont aucune mission de service public. Elles font ce qu'elles veulent à partir du moment où elles ont le droit d'émettre. Que le CSA leur dit, voilà, dans ce périmètre-là, vous êtes une chaîne info, vous êtes une chaîne de musique, vous avez le droit d'émettre. En revanche, les chaînes publiques, et là, je suis dans des discussions, par exemple, avec le groupe France Télévisions, sur la façon dont le jeu vidéo ou le sport électronique pourrait être porté chez France Télévisions, sur quelle chaîne et comment. Finalement, France Télévisions est venue à s'interroger parce que c'est une réalité dans la société, que les gens jouent, que les gens jouent et jouent dans des compétitions. Et donc, il faut que France Télévisions ressemble à la société dans laquelle on vit. Et du coup, ils s'interrogent sur la production des programmes. Donc, ils ne sont pas libres, mais du coup, ils sont obligés d'être à l'écoute un petit peu de ce qui se passe. Donc, actuellement, la solution, c'est passer en streaming par Internet. Ah bah oui, c'est plus que là. En fait, si ça s'est fait comme ça, c'est que c'était naturel. En fait, la question que je me posais, c'est est-ce que ça serait pas intéressant, vu qu'aujourd'hui on est pratiquement tous équipés de Smart TV, entre guillemets, de développer une application qui, en gros, serait un lien vers une chaîne streaming. Ça existe déjà? Bon, ça c'est... La solution existe déjà. Sur la télé, c'est sur la Freebox. Ouais, voilà, mais... Tu la branches pas sur la télé, la Freebox. Non, mais... Ce qu'il voulait dire, c'est de ne pas passer par la Freebox. Passer par les Smart TV directement.
Est-ce que ça pourrait pas être intéressant de développer quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. En fait, une application pour. Aujourd'hui, alors la plateforme la plus naturelle, c'est Twitch TV qui sert de l'image sur IP à travers Internet. Mais en fait, Twitch sert de l'image à travers le mobile et pourrait aussi servir sur IPTV directement, pour autant que ce soit intéressant pour elle. Le problème, c'est de créer des rendez-vous, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes un canal de plus sur une box, si c'est la question, c'est Non, ouais, c'est vrai que c'était pas dans la forme un canal de plus, parce qu'enfin, je sais pas, par exemple, dans les gens présents dans la salle, quel pourcentage regarde la télé. Enfin, je pense que il doit être assez faible aujourd'hui. Et peut-être que la solution serait plutôt plus propice de chercher côté Internet plutôt que côté télévision, service public. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est pas une fin en soi d'être à la télévision. Et l'audience du sport électronique, elle s'est faite sur Internet. Et aujourd'hui, elle est très à l'aise sur Internet. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet à forcément aller chercher ailleurs. En revanche, je pense qu'il y a un enjeu à sortir d'une certaine bulle ou d'un certain microcosme. Ouais, même s'il y a législation assez dure. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même s'il y a 200 millions de personnes qui sont intéressées par le sport électronique, et que sur ces 200 millions, en fait, il y en a 100 millions qui jouent à League of Legends, et ben, en dehors de ces 100 millions qui sont à League of Legends, finalement, il n'y a aucun lien avec les 7 milliards de personnes qui n'y connaissent rien. Et je pense qu'il faut quand même s'interroger sur comment faire que le sport électronique un jour parle à 1 milliard de personnes, comme le football ou comme le cyclisme. Donc, quelle image on peut proposer à des gens qui ne sont pas joueurs, et quels sont les médias qui permettent de les toucher. Donc si on se projette un tout petit peu sur ce que c'est qu'une audience d'une retransmission sportive aujourd'hui dans le monde, c'est une audience télé. Et donc c'est juste la mise en perspective de choses à comparer. C'est bien de dire que le e-sport c'est génial et ça fait des audiences de ouf sur Internet, mais malgré tout, on arrive sur des pics sur Counter-Strike, des grands tournois aux alentours de 400 000 viewers, exceptionnellement 1 million de viewers. Le moindre prime sur M6, c'est 3-4 millions de viewers simultanés. Donc je veux juste dire que l'économie du e-sport, c'est génial, mais disons que le prochain cap, c'est quand même réussir à faire de l'image en télévision et parler à des gens qui ne sont pas joueurs. Donc il y a un enjeu quand même. Bonne chance. Ouais, mais ça passe. Non, mais c'est pas forcément nous. Je pense que ça passe d'abord par les créateurs des jeux. Je pense que c'est d'abord les créateurs de jeux qui doivent s'interroger sur le contenu des jeux, sur la façon dont l'expérience peut être différente entre le joueur et le spectateur. Le joueur, ça peut être profond, ça peut être obscur, ça peut demander une éducation. Ça ne veut pas dire que l'image de la personne qui regarde doit être nécessairement la même. Et je pense que les jeux d'avenir sont des jeux qui vont être un peu hybrides, qui vont être à la fois conçus avec un gameplay très profond pour les champions et conçus avec une lisibilité très grand public qui permettra de tout de suite voir que le joueur est un artiste ou un athlète, que la situation elle a une dimension stratégique très forte ou elle n'en a pas. Je pense que l'enjeu il est là, quoi. Pour rebondir là-dessus directement, il y a Rocket League qui est actuellement sorti, qui est complètement basé sur l'e-sport au final, parce qu'ils intègrent tout ce que vous dites, type les bannières dans le jeu, etc., les formats de 5 minutes qui permettent à des joueurs qui ne connaissent pas de comprendre complètement le jeu. Et c'est ce que je me demande justement, League of Legends, tout ce qui est Counter-Strike, etc. Je vois mal Sprite sortir « This kill has been given to you by Sprite », ce qui n'est pas possible à passer à la télé. Est-ce qu'ils vont pas arriver à un moment où il y a il y a une base de joueurs et quelqu'un qui connaît rien comprend pas pourquoi XPK il a fait un backdoor ou je sais pas quoi. Ouais. Alors que oui, c'est le sujet. Ouais, mais bien sûr, c'est le sujet. Et alors, il faut réussir la synthèse, quoi. C'est quand même difficile. C'est vrai que Rocket League, c'est drôle à jouer, c'est drôle à regarder. Mais est-ce que c'est finalement c'est compétitif? Ouais, c'est compétitif. Mais est-ce que si on se situe uniquement du point de vue de l'expérience spectateur, c'est suffisamment riche? C'est pas évident. Je pense qu'on peut déceler la difficulté à le faire, mais je veux dire, ce sera pas aussi compliqué que du skill sur LoL ou des choses comme ça. Je veux dire, pour attirer un grand nombre de joueurs, je pense que c'est ce qui va arriver. Je crois plus à l'initiative de Blizzard sur Overwatch aujourd'hui, qui a essayé de créer un FPS, c'est-à-dire finalement une image qui est lisible par n'importe qui. On s'aperçoit tout de suite de ce qui se passe à l'action, du fait s'il y a du skill ou pas. Enfin, tout ça, c'est lisible à l'écran. En même temps, c'est complètement dénaturé de tous les codes de la violence. C'est-à-dire que finalement, c'est retransmis dans un univers un peu cartoon qui parle à toutes les générations. C'est-à-dire que moi, j'ai un enfant de 10 ans. Ça me dérange pas qu'il joue à Overwatch. Ça me dérange quand il joue à Counter-Strike. Donc, et en même temps, donc ça parle à tout le monde. C'est un gameplay profond. L'image est tout public, donc elle est lisible. On comprend la dimension stratégique, on comprend la dimension skill. Je pense que c'est cette direction-là qui va être la plus puissante. Ils vont pouvoir intégrer de la pub, etc. à l'intérieur dedans. C'est des matchs de combien de temps? Overwatch, 10 minutes, des choses comme ça? Oui, alors ça aussi, effectivement, c'est un paramètre dans la conception des formats des compétitions. Je pense qu'il faut regarder ce qui... Moi, j'ai une opinion personnelle là-dessus. Enfin,
je crois savoir que le temps de cerveau de concentration max, c'est à peu près 20 minutes. Donc je pense que c'est à peu près ce format-là qu'il faudrait pouvoir tenir, c'est-à-dire des formats de manches de 20 minutes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pub à l'intérieur. Effectivement, on peut créer des écrans publicitaires à l'intérieur des jeux. D'ailleurs, ça se fait déjà. Ouais, mais sur LoL, c'est toutes les 45 minutes et ils font pas assez d'argent en fait directement sur la chose. C'est pour ça. Mais enfin, moi, j'ai pas vraiment de questions. Pour pallier à ça, il y a quelque chose qu'OGN ils font, c'est qu'ils te mettent. OGN, c'est la League of Legends coréenne. Ils te mettent directement des pubs en fait sur les espaces du jeu qui sont pas pris. Donc il y a moyen de mettre de la pub. Alors il y a aussi une question que je me pose pas mal. On remarque actuellement que lorsqu'il y a vraiment un grand tournoi à faire en Europe, il se fait plutôt naturellement en Allemagne. Est-ce que pour la France, c'est pas un peu trop tard de réagir maintenant? Est-ce qu'on arrivera quand même à remonter niveau e-sport en Europe? Ouais, moi je pense pas qu'on soit très bas. Pour preuve, enfin, sur le déroulé, vous avez vu, on a déjà fait 2 fois Bercy 10 ans avant que ça ait lieu en Allemagne. Là, je produis un événement au Zénith de Paris avec 4000 places, avec billetterie. Alors effectivement, l'Allemagne est un territoire favorable, à la fois économiquement, et puis il y a un public qui est peut-être un peu plus éduqué, mais on est très en avance sur toute l'Europe du Sud, on est en avance sur l'Angleterre. Il a fallu attendre cette année pour qu'il y ait des gros tournois aux États-Unis, il n'y en avait quasiment pas avant, enfin des gros tournois avec des spectateurs, avec du public. Donc la France n'a pas à rougir de sa position, on va dire, dans le top 3-4 mondial des pays dans lesquels il y a le plus de e-sport. C'est pas... Bon, il y a un phénomène en Pologne avec Katowice qui accueille tous les ans un grand tournoi Counter-Strike. Mais bon, voilà, sorti de ces exemples-là, il n'y a pas grand-chose à Londres. Si vous voyez ce que fait Gfinity à Londres, c'est pas très épais, ça rassemble pas beaucoup de monde. Voilà, après c'est une question de calendrier, c'est une question aussi... Je pense que le contexte actuel, le climat actuel à Paris, les attentats, tout ça, ça favorise pas non plus l'envie de venir faire des spectacles à des grands groupes internationaux. Je pense que ça joue quand même dans le contexte, dans la conjoncture actuelle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à tirer de la leçon de la Kespa et de bras de fer entre Blizzard et Brood War par exemple à l'époque, vu qu'ils avaient, pour refaire un peu, Blizzard avait sorti donc StarCraft 1 et Brood War, et ils n'ont pas réussi à mettre la main sur la compétition directement, et la Corée, via la création de la Kespa, qui était donc étatique, avait les droits de retransmission. Je ne sais plus si c'était OGN à cette époque-là, je ne sais plus trop comment s'appelait le système de retransmission, mais il y a eu un gros bras de fer, et on va dire le bras de fer a migré sur StarCraft 2, et là-dessus il y a eu des accords qui ont été donnés, une professionnalisation des joueurs, etc. Et on va dire un plus grand merchandising. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à tirer de toute cette expérience coréenne qui est quand même un peu en avant sur à peu près le reste du monde? Si, tout à fait. Alors il y a deux points à tirer. Déjà, donc, il y a une expérience du conflit sur les droits. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a des acteurs qui ont réussi à se liguer de manière intelligente. L'écosystème a réussi à se liguer de manière intelligente en Corée. Et ça peut être inspirant pour la France. Et je ne vous cache pas qu'on est en train d'essayer de voir tous les acteurs en France comment faire une sorte de Kespa française. Et ça devrait voir le jour assez rapidement. La question des droits, oui, elle est essentielle. Bon, j'ai essayé d'en parler un petit peu dans la présentation de l'écosystème et du sport électronique aujourd'hui. Ce qui s'est passé en Corée, c'est que StarCraft a pris une position quasi institutionnelle dans la société coréenne dès la sortie de StarCraft 1. Moi, j'avais été en Corée assez souvent sur les années 2000, 2001. J'ai travaillé avec OnGameNet là-bas et j'avais organisé le premier World Cyber Game en Corée. J'étais capitaine de l'équipe de France avec Elki à cette époque-là, donc je connais bien le sujet. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, les chaînes de télévision en Corée et les promoteurs et les acteurs utilisaient StarCraft sans accord de licence avec Blizzard. C'est-à-dire qu'en fait, d'une manière sauvage, ils ont piraté les images pendant des années. Et c'est devenu un état de fait sur lequel Blizzard n'a rien fait parce que c'était aussi une manne pour eux de vente du jeu. C'était le territoire sur lequel le jeu se vendait le mieux. Et chez Blizzard, il n'y avait pas encore de questions sur la stratégie des droits et sur qu'est-ce qu'on fait de notre IP, qu'est-ce qu'on fait de l'image en télévision, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ou est-ce qu'il faut qu'on gagne de l'argent avec cette image en télévision. Et à la sortie de StarCraft 2, effectivement, Blizzard a voulu remettre la main sur l'ensemble des droits et a voulu licencier les droits d'utilisation de StarCraft à des acteurs. Et là, du coup, ça a créé entre tous les acteurs une certaine dissension. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu envie d'acheter ces droits, il y a des gens qui ont dit non, on n'achète pas les droits. Il y a eu un bras de fer, effectivement, entre la Kespa, mais même à l'intérieur de la Kespa, entre des gens qui étaient
plutôt favorables à l'achat de droits et d'autres pas. Et voilà, et in fine, c'est quand même Blizzard qui a gagné, parce qu'à un moment donné, c'est eux qui sont propriétaires des images, et donc ils ont aujourd'hui, tout organisateur de tournoi sur StarCraft 2, mais d'ailleurs c'est valable sur tous les jeux Blizzard, et de plus en plus avec tous les éditeurs, doit signer un accord de licensing avec Blizzard pour avoir le droit de le faire, et d'exploiter les images. Donc voilà. Ce qui est le cas par exemple de l'ESWC, quand je travaille avec Blizzard, je dois signer un accord avec eux, ils m'autorisent ou pas à le faire. Et à utiliser les images. Et combien de minutes et pendant combien de temps et au bout de 3 ans, j'ai plus les droits, par exemple. Enfin, c'est des choses comme ça. Ça peut... aujourd'hui, je pense que non, que personne n'arrive sur la table en tant qu'indépendant avec ce qu'on appelle un minimum garanti, par exemple, pour acheter les droits. L'économie n'est pas encore assez forte pour ça. Mais en revanche, ça a une valeur. C'est-à-dire que Blizzard ne le donne pas à tout le monde, et lorsqu'on l'a, on peut capitaliser dessus, on peut construire un business sur ces droits. Mais aujourd'hui, ces droits, ils ne s'achètent pas. Je pense que le rêve des éditeurs, c'est effectivement un jour d'avoir... Je prends une analogie, Bernie Ecclestone avec la fédération automobile, un jour a acheté les droits pour la Formule 1 et les a développés et est devenu la Formule 1, a créé le circuit de Formule 1. Je pense que peut-être un éditeur se dit, bah, tiens, un jour, quelqu'un va arriver avec une très grosse somme d'argent, va prendre les droits de mon jeu pendant 10 ans et va en faire ce qu'il n'est pas aujourd'hui, c'est-à-dire un spectacle mondial total. C'est peut-être ce vers quoi se dirigent des gros networks américains. Il y a Turner aux États-Unis, qui est le groupe qui possède notamment CNN, qui monte une ligue aujourd'hui Counter-Strike, et je pense qu'ils ont l'ambition de créer des programmes en achetant des droits exclusifs aux éditeurs pour être les seuls à pouvoir organiser des ligues et les commercialiser ensuite en télévision ou sur Internet. StarCraft, d'une certaine manière, a duré plus de 10 ans. Dota, on va y être aussi, dans le concept du jeu. Après, le jeu a des versions, le jeu a des patchs. Non, il y a vraiment très peu de passerelles. Non. Oui, je pense. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est pour ça qu'en fait, les carrières sont plutôt courtes. Les carrières de champions, aujourd'hui, finalement, elles sont assez courtes. Il y a beaucoup de volatilité entre les clubs et les investissements. Des grands joueurs qui durent, bon, il n'y en a pas en dehors de certains joueurs Counter-Strike. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas encore assez de recul pour le dire, mais... Ouais. Bon, je pense que d'une manière générale, lorsqu'on est très doué en FPS, par exemple, on peut être bon sur plusieurs FPS. C'est une question d'entraînement. Bon, après, on peut pas. Voilà, je pense que on peut passer d'un jeu à un autre. C'est difficile d'être bon sur plusieurs jeux en même temps. Et après, il y a des catégories de jeux qui font le talent d'un champion. Et puis ensuite, je pense qu'on est performant jusqu'à ce que les neurones décroissent, peut-être jusqu'à 25 ans maximum. Et puis après. C'est un peu comme aux échecs, quoi. Je pense qu'on atteint son pic aux alentours de 20 ans et puis ensuite on est de moins en moins bon, quoi. Puis après, il y a elle qui... Voilà, ouais. Bah ouais, après, ouais, tout à fait. Ouais. J'ai une question. Ouais. Est-ce que les éditeurs, ils ont un intérêt à justement laisser les droits un peu plus... avoir des licences ou bien... faire de rendre leurs droits plutôt de rendre l'utilisation de leurs propriétés plus permissive, justement pour permettre à des parties tierces du coup d'utiliser les images, etc., leurs propriétés intellectuelles du coup. Ouais. Donc mais justement, est-ce que c'est plutôt dans leur intérêt ou pas, ou que c'est... Alors aujourd'hui, la réalité du marché, c'est que soit vous avez un jeu qui domine, soit vous êtes challenger, quoi. Et j'ai envie de te dire qu'il y a les deux statuts. C'est-à-dire que celui qui domine, il a plutôt tendance à serrer ses droits et à pas les lâcher, ou à les lâcher difficilement. Et par contre, tous ceux qui veulent rentrer dans cette économie-là, en général, ils sont plus permissifs et ils sont beaucoup plus cool sur l'utilisation du jeu ou l'utilisation des images. Donc tu as les deux tendances. Parce que c'est une économie qui va très vite, parce que les durées de vie des jeux, parfois, sont assez courtes. Donc c'est difficile d'avoir une position ferme dès le départ et de se dire « Ah non, moi, ma stratégie avec ce jeu, c'est de fermer les droits. Bah ouais, mais bon, si le jeu ne marche pas, du coup, tu as tout raté. » Donc il y a les deux attitudes, on va dire. Et je pense que ça va toujours être comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont arriver sur le marché avec une intention plutôt de pénétrer rapidement et qui vont donc donner des droits facilement, ou pas se préoccuper des droits jusqu'à ce qu'ils deviennent leaders et qu'ils les interdisent ou qu'ils les modèrent.
En fait, c'est parce que, par exemple, il y a un moment, il y avait Riot Games, il y a eu des streamers qui, qui étaient des joueurs professionnels donc de LCS, et pendant leur tournoi, ils n'avaient pas le droit de streamer d'autres jeux que ceux de l'éditeur. Et donc du coup, non, c'est pas... Donc à un moment, Riot justement avait interdit des joueurs sous contrat LCS de streamer d'autres jeux pendant leur contrat, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes en LCS, vous avez un contrat avec votre équipe, mais aussi avec Riot Games, qui vous autorise à faire ou pas certaines choses. Et justement, ils avaient interdit que les joueurs en fait sous contrat streament d'autres jeux comme Hearthstone, Heroes of the Storm, etc. Et ça avait été retiré après. Et donc je sais pas quelle était la suite de ta question du coup. Si. Bah là, on est typiquement dans la position du leader qui sert ses droits, quoi, et qui veut les maîtriser, bien sûr. C'est pas ça. Non, bah vas-y. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a une question du coup? Est-ce que c'est vraiment dans notre intérêt que l'e-sport comme ça, nous en tant que joueurs, parce que je pense qu'on est surtout des joueurs, moi je regarde beaucoup de streams, mais est-ce que c'est vraiment dans notre intérêt que ça passe à la télévision, que ça se mette... C'est déjà énormément monétisé, vachement monétisé. Est-ce que c'est vraiment dans notre intérêt qu'on ait encore plus de pubs, que ça prenne encore plus d'ampleur? Non, mais je sais pas si cette évolution elle est drivée par cette question-là. C'est juste une réalité. C'est-à-dire que il y a 10 ans, personne ne regardait des gens jouer aux jeux vidéo. Aujourd'hui, on a à peu près 200 millions qui regardent des gens jouer aux jeux vidéo. Et dans 10 ans et dans 20 ans, ça va être quoi? Ça va être 1 milliard. Ça va être ça, c'est le contenu de cette génération, d'une certaine manière. Donc il y a des effets de crête où effectivement les trucs sont super visibles, sous les projecteurs, avec de la pub, avec des gros sponsors. Mais d'une manière générale, vous le savez tous, on consomme de l'image de jeu de plus en plus en permanence sur YouTube, en live, pas en live, sur mobile, on joue, on partage sa partie, on regarde la partie d'un autre à Clash Royale. C'est juste que c'est une façon aujourd'hui de consommer l'image qui n'existait pas il y a 10 ans. Et donc, forcément, d'une manière ou d'une autre, ça va arriver sur le média leader, qui est malgré tout la télévision. On peut se raconter ce qu'on veut, c'est quand même le média leader aujourd'hui de l'image. Les audiences, les grands rendez-vous sont aujourd'hui en télévision. Donc, c'est juste que ça va être une évolution. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on y participe, ou comment est-ce qu'on fait que ça aille plus vite. Ouais, voilà, par exemple. Mais c'est effectivement pas une fin en soi. J'entends bien que c'est pas une fin en soi. Et en plus, tous les contenus n'ont pas vocation à être en télévision. Ce serait absurde d'avoir, effectivement... La télévision a du mal, de toute façon, procède de cette manière. C'est-à-dire que c'est l'inverse du contenu segmentant. Vous n'avez aucune chaîne qui se dit « Ah bah moi, je vais faire un contenu segmentant ». Les gens qui font ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve qu'avec de la merde à la télévision. Parce que finalement, c'est que des contenus qui sont censés parler à tout le monde. C'est ça que j'ai peur aussi. C'est que justement, c'est que en allant dans cette direction-là, de se dire on va faire que des jeux vidéo qui plaisent à tout le monde, et du coup nous en tant que joueurs on va se retrouver avec des jeux qui nous plaisent pas forcément mais qui vont plaire au plus gros nombre. Mais c'est là que moi je crois que l'intérêt pour l'e-sport il doit dépasser l'intérêt du jeu. C'est-à-dire que ce qu'on viendra chercher dans l'émotion de l'e-sport, c'est des histoires personnelles, c'est des talents, c'est à un moment donné, c'est la même chose. Quand tu vibres pour un match de foot ou pour un match de tennis, c'est pas tellement pour la technicité du tennis, ou c'est pas tellement pour ce qu'est le tennis. C'est parce que t'as un super talent, t'as une histoire, t'as Ronaldo. Non mais c'est ça le truc. Ouais, mais pour le jeu vidéo, c'est quand même totalement différent. Ben, je sais pas. Je pense que c'est en train de changer. Je pense que ce qu'on est en train de se dire là, il y a 10 ans, on ne se le serait jamais dit. Et demande-toi ce qu'on va se dire dans 10 ans avec les technologies, les interfaces qui vont relier les joueurs au jeu, les interfaces qui vont nous permettre de regarder les jeux en direct. Je pense que ça va être juste un truc de ouf et que c'est ça qu'on aura envie de regarder. Moi, mon fils, je l'ai amené à Bercy voir le championnat du monde de ping-pong. Je l'ai amené voir du tennis. Ça fait 1 an que j'essaie de l'emmener voir du foot. Il en a rien à foutre. Dès qu'il peut, il monte et il se met sur YouTube ou alors il regarde des parties de Clash Royale. Donc, je pense qu'il s'est passé un truc quand même. Et ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans, ça va être ça à l'échelle globale. Très bien. Voilà. Merci. Ouais, donc voilà, je me souviens de ma question. En fait, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que j'ai dit. Donc voilà. Tant mieux. Parce que c'est similaire en fait. C'est en fait pour justement par rapport au droit en fait. Les éditeurs, ils ont une certaine de licence qui autorise les joueurs donc à streamer certains jeux sur certaines plateformes. Donc par exemple, il me semble, peut-être je dis n'importe quoi. La plupart le font de manière sauvage et c'est toléré par l'éditeur. C'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire,
le jeu en lui-même a une certaine réglementation sur comment on peut utiliser l'image. Par exemple, il y a un jeu que j'ai joué qui s'appelle Gigantic, et c'est un MOBA FPS. Et par exemple, j'ai dû j'ai dû accepter un NDA pour dire que j'allais pas streamer le jeu parce que Ah oui, mais parce qu'il était en phase de bêta. Oui, il est en phase de bêta. Ouais, mais c'est lié à ça. Mais en fait, là maintenant, il va bientôt plus être en phase de bêta. Et justement, ce jeu-là, est-ce que... Non. Il était en phase de bêta, t'as signé un NDA, c'est normal. Non, bon, oui. Bah oui. Oui, il est en phase de bêta. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, en fait, ils ont commencé à autoriser certaines personnes à le streamer. Il y a de plus en plus de streamers, justement, pour faire découvrir le jeu. Ouais. Et donc, du coup, ces streamers-là, ils ont un accord particulier qui leur donne une certaine licence qui leur permettent de streamer. Je pense que c'est une stratégie marketing, en fait. Hein. C'est une façon de distiller l'image, de créer du buzz, de l'attention, de savoir à qui on donne l'image. Parce que en fait, par exemple, il y a Nintendo qui contrôle vachement son image. Enfin, c'est pas dans l'e-sport, mais plus d'une manière générale. Et elle contrôle vachement sa propriété. Par exemple, récemment, il y a eu... comment il s'appelle il y avait des vidéos sur beaucoup de musique, de jeux Nintendo qui avaient été réorchestrés en live. Et toute la chaîne YouTube a été mise hors ligne justement parce que c'était une œuvre dérivée de l'œuvre de Nintendo originale. Absolument. Donc est-ce que ça c'est quelque chose que l'on va pouvoir est-ce que c'est quelque chose à craindre dans l'exploitation des images ça d'e-sport? s'est passé parce que aujourd'hui le droit d'auteur sur la musique fonctionne assez bien. Il y a des mécanismes qui permettent d'identifier le plagiat, l'usurpation. YouTube détecte automatiquement quelle musique vous avez mis sur une vidéo lorsque vous uploadez une vidéo et rémunère directement l'ayant droit. D'une certaine manière fonctionne comme une SACEM, et lorsqu'il y a un viol de ces droits-là sur la musique, il y a toute une économie déjà, toute une législation qui fait que c'est identifié, on sait comment le gérer et tout. Oui, c'est à craindre sur l'image de jeu, absolument. Pour exemple, Microsoft, au moment du rachat de Minecraft, a déclaré autoriser la modification des images de Minecraft pour n'importe quelle machinima ou pour n'importe quelle vidéo de YouTubeur et tout, en disant vous inquiétez pas, on va pas vous faire chier avec les images de Minecraft. Mais bon, c'est une déclaration de principe, ils peuvent changer d'avis du jour au lendemain. Et effectivement, la modification des images ou l'utilisation des images par des tiers est tolérée, mais rien ne nous assure que ce soit possible ad vitam. Et je pense qu'une des clés de la négociation pour que ce soit encadré, c'est que ces grands ayants droit négocient directement avec les plateformes. Comme c'est le cas, par exemple, la Ligue de football en France négocie directement avec les plateformes de streaming le fait que des replays de but puissent être diffusés sur Dailymotion. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des replays de but, qui que ce soit, c'est la Ligue qui est rémunérée. Donc je ne suis pas dans la confidence des accords entre Twitch TV et Nintendo, par exemple, mais je pense que c'est là que ça doit se gérer. C'est-à-dire que finalement, tout le business de Twitch TV qui est construit sur l'exploitation des images de Nintendo, c'est d'abord ça, et rémunère Nintendo. Voilà. Et que tous les gens qui utilisent les images de Nintendo aient le droit de le faire. Oui. Pour en revenir justement à cette discussion parlementaire, etc., avec ces deux braves monsieur, je crois, qui vraisemblablement, d'après ce que j'ai lu, ils connaissent pas grand-chose en fait. La question c'est, vous avez dit que c'était un rassemblement de joueurs qui, a priori, allait créer une espèce de dynamique comme pour l'ATP ou autre. Pour l'instant, a priori, il n'y a pas de joueurs vraiment professionnels. Enfin, on va dire, il y en a en France, par exemple, les gens qui sont sous contrat Webedia ou autres. Mais est-ce que justement, dans les discussions, il y a des représentants des joueurs, entre guillemets, ou du public, en fait, pour répondre pour revenir sur la question qui était là-bas, qui était intéressante, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables d'écouter aussi les joueurs qui s'intéressent à des trucs un petit peu plus poussés et qui sont pas, je sais pas, par exemple, je veux dire, votre fils de 10 ans qui, lui, n'a peut-être pas des grandes notions d'e-sports ou à ce niveau-là, ou qui n'est pas, on va dire, très critique envers le contenu qui sort. Est-ce qu'il y a des gens qui représentent cette marge, entre guillemets, c'est un terme un peu moche, mais un peu plus hardcore des joueurs pour défendre un certain élitisme, on va dire positif, même si le terme n'est pas très joli? Oui, je crois comprendre ce que tu veux dire. Alors, cette ligue des joueurs qui dépasserait une ligue des consommateurs, cette ligue de passionnés finalement, c'est un vœu pieux. Hein. J'aimerais qu'on arrive vers ça pour, à un moment donné, élever un petit peu la densité du contre-pouvoir face à l'éditeur. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les acteurs professionnels
s'interroge sur plutôt des aspects économiques. Comment est-ce que ce secteur-là il peut grossir? Comment est-ce que la France peut être compétitive? Donc les discussions avec les parlementaires, elles sont plutôt du niveau de l'optimisation, on va dire, du contexte législatif pour que des acteurs économiques en France puissent se développer. C'est pour ça que ce n'est pas encore des grandes assises avec tous les consommateurs ou tous les fans de jeux vidéo autour de la table. Ce qu'on est en train de faire, nous, en tant qu'agent économique de ce système, c'est qu'on est en train de créer une association justement qui va regrouper à la fois des clubs comme Webedia ou LDLC, qui va regrouper des organisateurs de tournois, donc Oxent, Turtle, qui va regrouper le syndicat des éditeurs de jeux, le syndicat national du jeu vidéo, enfin des associations d'ailleurs aussi, Lyon eSport ou Futurland par exemple, dans une association qui aura vocation justement à pouvoir accueillir toutes les composantes de la pratique des sports électroniques. Alors on va essayer de rester dans le périmètre des sports électroniques, parce que c'est notre sujet. On pourrait imaginer qu'il y ait une association des gens qui font du jeu vidéo d'une manière générale, mais voilà, nous notre sujet c'est le sport électronique, et on va essayer de créer ça, et ça pourrait être l'équivalent de la KESPA, mais en France. Voilà. Donc avec un lien étatique, on va dire, une structure qui gère? Non, ce serait en fait privé? une association loi 1901, à but non lucratif, mais regroupant des agents privés ou des agents associatifs. Les discussions qui sont embryonnaires à ce stade-là nous amèneraient probablement à avoir un rôle auprès du CNOSF, qui est le Comité national olympique et sportif français, de manière à pouvoir essayer, je ne dis pas qu'on y arrivera, mais essayer de voir de quelle manière certains jeux pourraient être considérés comme des sports ou pourraient être assimilés à des sports. Comme les échecs sont assimilés au sport, ou comme le tir à l'arc est assimilé au sport. Je pense que voilà, entre le sport électronique, les échecs et le tir à l'arc, on n'est pas très loin. Donc il y a probablement des choses à travailler. Donc cette association d'experts permettrait peut-être justement un pas supérieur dans la reconnaissance du e-sport comme un sport. Il y a déjà des initiatives qui ont été créées là-dessus. Des initiatives qui ont été créées, comme la Fédération française du jeu vidéo réseau, la FFJVR, ou d'autres initiatives qui ont déjà été créées par rapport à ce système d'association. Et aussi, il y a aussi un système de contre-pouvoir qui peut se créer, à savoir que si on donne de la responsabilité à une association comme une équivalente à la KESPA en France, ce serait eux qui prendraient les réelles décisions par rapport à ce qui deviendrait un sport ou non, quel jeu pourrait devenir un sport ou non. Donc, ça ne serait pas remplacer un autre pouvoir par un autre pouvoir, remplacer une autre décision par une autre décision. Non, ce serait, je pense, créer un organisme à fonctionnement démocratique et transparent pour pouvoir justement pouvoir prendre des décisions ou pour pouvoir influer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a que des acteurs éclatés et techniquement, il n'y a que des éditeurs qui gouvernent leur jeu comme ils l'entendent. Vous avez aussi le ministère des Sports qui, d'une certaine manière, est plutôt réfractaire à toute cette évolution, notamment parce qu'ils sont conservateurs et notamment parce que la mission de service public aujourd'hui du ministère, c'est plutôt de faire que les gens bougent et se dépensent et sortent de chez eux, quoi. Et ça, c'est un vrai enjeu de santé publique. Et du coup, assimiler à un sport une activité qui ne favorise pas le fait de sortir ou de se dépenser, c'est paradoxal dans les mentalités. Et on le comprend. Je veux dire, il faut bien comprendre que chacun défend un peu son territoire. Donc on va essayer de prendre les outils et les modes de fonctionnement du sport, le statut des sportifs, on va essayer de s'en inspirer pour construire quelque chose pour le sport électronique. Mais je pense que prendre le sport électronique ou prendre des jeux et les mettre directement dans le ministère des Sports, c'est aujourd'hui pas possible. Mais dans le sport, si on doit encore faire une analogie dans le sport, il y a une fédération, il y a un représentant par discipline. S'il y a une seule représentant pour toute la, entre guillemets, discipline que représente l'e-sport, il y a des tonnes et des tonnes de genres qui seraient sous-représentés. Oui, on peut s'interroger sur ces problèmes d'équilibre. Vous avez la fédération des sports de glisse, vous avez la fédération automobile qui regroupe plein de fédérations différentes, les sports de combat qui regroupent plein de fédérations différentes. Enfin, oui, à un moment donné, il y a cette question de la limite. Qu'est-ce qui est un sport, qu'est-ce qui n'est pas un sport, qu'est-ce qui est un e-sport et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quels sont les jeux qui ont plus ou moins de taux de hasard dans leur conception pour ou pas en faire des sports? Je suis d'accord. Et est-ce que ça serait vraiment à cette association-là de décider au final Non. d'être le représentant de l'État pour dire ceci est un e-sport, ceci n'est pas un e-sport? J'ai pas dit que cette association devait être représentante de l'État ou devait être une institution étatique. Ça, je ne l'ai jamais dit.
Je pense que le premier projet de cette association, c'est d'avoir un discours commun sur ces questions-là. C'est-à-dire que tous les acteurs puissent en parler pour au moins dire la même chose, qu'ils aient tous le même niveau de réflexion et que les institutions aient un interlocuteur unique plutôt que de devoir parler à 10 personnes différentes qui racontent chacun leur histoire. C'est d'abord ça le premier sujet. Ensuite, je pense qu'en tant qu'acteur de cette économie-là, on a à gagner à se parler, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu chiant d'être toujours tous concurrents et de pas essayer de construire des choses ensemble. Donc je pense que c'est intéressant qu'on fasse ce step-là. Et ensuite, si nous on le fait pas, je pense que il y a des gens qui vont le faire à notre place et qui ont pas cette légitimité. Comme ça se passe d'ailleurs dans plein d'autres domaines. C'est-à-dire que est-ce que finalement on doit laisser le terrain à l'Argel, c'est-à-dire à la police des jeux en ligne? Est-ce que c'est à l'Argel de décider ce qui est ou pas un e-sport et est-ce qu'on a le droit de faire des tournois ou pas? Est-ce que c'est au ministère des Sports, avec des gens qui n'ont jamais lancé un jeu vidéo, de décider ce que c'est qu'un e-sport ou pas? Je préfère que ça vienne finalement de nous et qu'on arrive à avoir une réflexion et une maturité suffisante entre nous pour pouvoir proposer des choses, mais on n'a pas une mission du tout de service public. Et l'intention de l'association, c'est pas d'être une institution étatique. Et d'ailleurs, la KESPA, malgré tous les fantasmes, n'est pas une fédération coréenne du sport électronique. Hein. C'est une association de gens privés. C'est des ligues, c'est des médias, c'est des clubs. C'est pas du tout. C'est pas une organisation. C'est une organisation qui peut avoir des subventions, par exemple, mais c'est pas une organisation d'État. Donc, si j'ai bien compris, ce qui bloque en ce moment, c'est vraiment cette espèce de statut qui met l'e-sport au même niveau que les jeux de hasard. Oui. En gros, est-ce que ça serait pas intéressant d'essayer de faire comprendre que mettre une pièce dans une machine à sous, tirer et gagner le pactole, c'est pas la même chose que mettre une manette dans les mains de quelqu'un qui n'a jamais joué et qui lui n'a pratiquement aucun espoir de gagner un tournoi, par exemple. Oui, j'en suis convaincu. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre quotidiennement. Donc, est-ce que vous pensez que la mise en situation de ces gens qui sont censés prendre les décisions pour nous, la mise en situation pourrait pas justement les instruire un peu et leur montrer que c'est deux mondes complètement différents? Si, c'est tout à fait ce qu'on essaie de faire. Et est-ce que c'est possible enfin de le faire? Je sais pas, ramener une console et faites-les jouer, quoi. Oui. Alors ça dépasse cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a une question qui concerne le jeu en ligne en général. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de se dire est-ce qu'il y a du hasard ou pas, ou est-ce que les gens viennent pour gagner de l'argent ou pas, ou est-ce que des frais de participation c'est une mise, d'une manière générale en France l'État s'est dit c'est intéressant de réguler le jeu en ligne et notamment les transactions d'argent en ligne d'une manière générale pour éviter les risques de blanchiment, les risques d'addiction, les risques de fraude fiscale. Enfin, c'est-à-dire que en ligne, ça se voit pas. En gros, c'est ça le sujet, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'économie de l'argent en ligne, c'est problématique pour l'État d'une manière générale. Donc, c'est pour ça qu'il y a le poker, les paris sont régulés et sont très encadrés, à tel point que l'économie des pokers et des paris en France n'existe quasiment plus. C'est-à-dire que tous les sites de poker sont à l'étranger. Et donc, nous, on n'a pas du tout envie que, sous prétexte de quelques dérives et du fait que quelques tournois ou quelques systèmes sur Internet, pour ne pas les nommer, organisent d'une certaine manière du jeu d'argent avec du cash gaming, d'une certaine manière avec des jeux vidéo, ça pénalise l'ensemble des joueurs. Justement, on essaie de montrer qu'il y a une frontière, qu'il y a une différence de nature, mais d'une manière générale, ce qui inquiète l'État, c'est qu'il y ait de l'argent et des transactions d'argent qui soient cachées. Et ça va de l'achat de decks dans son smartphone jusqu'à un tournoi où vous payez 5 $ pour essayer de gagner 10 $, quoi. Toute cette économie-là, elle fait peur à l'État. Si c'est un problème de voir par où transite l'argent, est-ce que ça serait pas intéressant d'utiliser un système comme PayPal où tout le monde serait obligé de passer par ce support-là et donc ça pourrait peut-être faciliter la régulation? Non, je ne sais pas si on peut être aussi directif que ça. Mais en gros, ça serait pour répondre à leurs critères. Ouais. Non, je pense pas que ça se joue là. Ça se joue plutôt au niveau des principes que des technologies qui sont utilisées ou des moyens de les contrôler. C'est plus par principe. L'État a envie de réguler et plutôt d'interdire que de laisser faire, par principe. Ouais, mais en gros, si vraiment vous leur prouvez que vous pouvez vraiment filtrer toutes ces transactions et leur mettre ça noir sur blanc sur un papier et qu'ils puissent vraiment tout vérifier, est-ce que ça pourrait pas les rassurer, peut-être faire sauter les verrous? Je ne sais pas si c'est réellement faisable, mais
Moi, par exemple, même si on fait cette super association, si on est tous sur la table et tout, je ne sais pas si vous jouez avec Clash Royale, mais enfin, quelle autorité, comment est-ce que je peux rentrer dans l'économie de l'Apple Store pour savoir si les transactions qui sont faites ne sont pas des transactions de blanchiment, si l'argent, si les gens qui dépensent de l'argent en ligne ont réellement plus de 18 ans ou pas. Enfin, c'est des choses qui sont très difficiles à contrôler, quoi, d'une manière générale. Donc, non. Je dis juste que ce sont ces questions-là qui poussent l'État à avoir plutôt une réserve sur je laisse faire le e-sport en ligne n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, il y a des potentiels problèmes liés aux transactions d'argent en ligne, donc on préfère réguler. Et pour ajouter, c'est super simple, dans une compète, je prends par exemple ESL qui font des tournois tous les week-ends, tu te mets d'accord avec 2-3 équipes qui sont bonnes pour te laisser gagner, quoi. Et récupérer, c'est valide partout. Mais je pense que c'est de ça que l'État a peur, peut-être. Oui, c'est toutes les dérives, bien sûr. Non, c'est pas avec n'importe quel sport. Les sports, d'une manière générale, ils se jouent pas sur Internet. Il y a une différence dans l'appréhension de l'État de ce problème-là. Il y a une différence entre le offline et le online. Là, on ne parle que de régulation du online. C'est-à-dire que le offline, c'est assez simple. C'est parce que c'est visible, si tu veux. Et il y a 2 autorités en France qui régulent les jeux. Tu as la police des jeux qui régule les jeux offline, d'une certaine manière, c'est-à-dire les loteries, les casinos, les bingos, les assos, les cercles de poker, tout ça. Et donc, les tournois de jeux vidéo, probablement. Ou en tout cas, aujourd'hui, qui devraient réguler les tournois de jeux vidéo. Et puis, tu as tout ce qui se passe en ligne. Et ça, c'est pas le sujet du sport. Ce qui se passe en ligne, aujourd'hui, on a su répondre aux problématiques, enfin, c'est pas moi, mais du poker ou des paris. Mais le jeu vidéo en ligne, dans lequel il y a des transactions d'argent, que ce soit pour participer à des tournois ou pour acheter des items qui vont faire que tu vas passer d'une division à une autre, d'une arène à une autre, ça pose question. Et voilà. Il y a un autre sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, c'est au niveau des joueurs professionnels. Donc vous avez dit qu'il y aurait par exemple la mise en place peut-être d'un CDI, d'un CDD, enfin d'un contrat particulier. Mais ça, est-ce que ça, du coup, ça imposerait que l'équipe soit basée en France Oui, là, ce sont des dispositifs et des dispositions qui concernent les sociétés ou les gens qui sont en France. Oui, absolument. La France régule la France. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui permet à un joueur d'avoir un statut de joueur professionnel de jeux vidéo. Donc la plupart du temps, il est auto-entrepreneur ou alors il signe un CDD et puis ensuite, si son équipe veut le garder, au bout du 2e, elle ne peut pas. Ou alors il signe un CDI mais il est plus performant. Ou alors la saison change ou le club veut plus jouer sur le jeu. Comment est-ce qu'il fait on ne peut pas licencier quelqu'un en CDI sous prétexte que il n'y a plus de compète sur le jeu. Enfin, voilà, le système français est tel qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'outil pour qu'un joueur puisse être professionnel de jeux vidéo. Donc, il y a une exception probablement qui va être trouvée. Il y a dans le sport, il y a ce qu'on appelle des CDD d'usage. Et donc, on va s'inspirer, enfin, c'est pas c'est le ministère et les parlementaires vont s'inspirer du sport et des CDD d'usage pour permettre peut-être la création d'une forme de CDD du e-sportif qui permettra à un club d'embaucher un joueur pour une durée courte qui correspond à une saison et ensuite de débaucher, éventuellement d'en embaucher un autre ou de réembaucher sur une autre saison. Mais du coup, est-ce que la question s'est aussi posée pour pouvoir importer des joueurs étrangers, oui, ouais, voilà. Oui, je pense que le droit répondra à ça assez facilement. Enfin, les étrangers peuvent travailler en France, donc ils seront soumis exactement à la même régulation. Ouais. Alors, de là à ce que la France soit compétitive par rapport à d'autres territoires sur les charges, par exemple, sociales où le joueur ou la société paiera, ça je ne sais pas. Je pense que comme pour tous les métiers, je ne vais pas créer une niche fiscale pour le e-sport, hein, ce n'est pas le sujet. Donc je pense que peut-être que la France ne sera toujours pas suffisamment compétitive par rapport à d'autres territoires un peu plus libéraux, sur lesquels il y a moins de protection sociale. Mais voilà, après, charge à un joueur aussi de se poser des vraies questions d'assurance maladie, de chômage. Enfin, il faudra peser l'ensemble des avantages et des inconvénients. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en régulant le jeu en ligne,
et bah, que l'État français fasse comme avec le poker, c'est-à-dire qu'il nous bloque tout. C'est-à-dire que nous, après, il y a un tournoi qui s'organise, je sais pas moi, en Allemagne ou ailleurs, qui soit online, et bim, enfin, je sens le truc, ils vont tout nous bloquer, on n'aura plus accès à rien. Et le statu quo est peut-être pas mieux pour nous, joueurs, en fin de compte. Alors, je partage tout à fait ton analyse. Ouais, j'ai aussi peur de ça, effectivement. Et je pense malheureusement qu'à moins de beaucoup d'efforts qu'on est en train de faire, c'est vers ça qu'on se dirige. C'est-à-dire qu'effectivement, à force de vouloir, sous prétexte de vouloir donner un cadre qui permet l'émancipation du sport électronique, on va lui donner un cadre pour le réguler qui va plutôt faire fuir les acteurs. Et c'est bon, voilà. Et il se trouve que tout le monde a envie d'échapper à ça. Tous les conseillers qui travaillent un peu dans l'ombre, qui sont plutôt de notre génération ou de la vôtre, ils ont envie d'échapper à ça. Ils sont intelligents, ils sont joueurs aussi. Et puis à côté de ça, il y a des sénateurs qui ont 60, 70 balais, qui votent les lois, et effectivement, on est entre les deux, quoi. Donc faut trouver la bonne formule. Mais c'est un risque très, très objectif. Parce que c'est vrai que ça fait peur quand même dans le sens dans lequel on va. Ouais. Donc la réglementation qui, à mon avis, va tout stopper. Et un autre point que j'ai oublié, zut, c'est pas grave. Non, mais c'est... Si tu veux, c'est aussi pour ça qu'on essaye d'avoir un discours commun, tous les professionnels du sport électronique, c'est pour alerter d'une seule voix. Genre, on veut pas faire une sorte de corporatisme comme les chauffeurs de taxi, quoi, mais on a envie de dire effectivement, attention, vous voulez un peu libérer l'énergie, faire de la France un terrain compétitif, et puis en fait, le jeu en ligne, ça va devenir le poker, et du coup, plus personne jouera en France, ou il y aura plus de start-up en France pour développer ces services-là, et c'est effectivement une vraie question. Moi, au niveau de tournament de la plateforme qu'on développe, on a un outil de monétisation qui permet à n'importe quel organisateur de tournoi d'encaisser des inscriptions payantes, par exemple. Si tu veux organiser une LAN ici à 10 balles l'entrée, l'outil le permet. On a intégré MangoPay, la plateforme de paiement de MangoPay. Demain, si ça se trouve, on n'aura plus le droit de le faire, hein, ce qui est totalement absurde. Donc je suis d'accord. Alors bonjour, moi je viens d'une petite province qui s'appelle Bourges, donc c'est une ville avec 50 000 habitants. Où c'est le printemps. Et oui, le printemps aussi. Donc moi, à l'occasion de l'année dernière, il y a une petite association sur Asnières qui avait organisé un tournoi de League of Legends qui, bon, sans surprise, a été un succès sans pareil. Et en fait, la question que je me posais, c'est pourquoi il y a... Enfin, même s'il y a une législation que j'ai compris très encadrée, très très stricte au niveau au niveau de la loi, pourquoi il y a si peu en fait d'événements offline qui peuvent être entre guillemets même rentables, parce que les tournois de poker, je pense aux associations de poker ou les choses comme ça qui je pense sont régies par, si j'ai bien compris, la même loi, arrivent à pérenniser, quoi. Donc je comprends pas en fait comment pourquoi la France a si peu, organise si peu en fait d'événements offline, voilà. Alors, bon, ça peut être une question de point de vue. Moi, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a tous les week-ends, il y a des LAN parties en France ou des salles des fêtes ou des gens qui se réunissent pour faire des tournois. Il y en a quand même beaucoup. En général, les premiers financiers ou partenaires de ces opérations-là, c'est les institutions locales, les villes, les départements qui les financent. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus ? Déjà parce que ça coûte quand même cher, c'est-à-dire que c'est compliqué à un moment donné de louer un lieu, d'engager des gens qui ont des compétences techniques en réseau, en développement, en animation, qui ont envie de s'impliquer dans un projet comme ça, logistique. À l'arrivée, je pense, pour en avoir fait vraiment des dizaines, c'est très compliqué de gagner de l'argent avec cette activité. D'une manière générale, avec l'activité événementielle, c'est pas un secteur qui dégage vraiment de la marge. C'est-à-dire qu'on n'a jamais les moyens de faire ce qu'on veut. On aimerait toujours faire mieux, faire plus. Et comme on le fait par passion, on va au taquet de ce qu'on a. Donc c'est plutôt... moi, j'aurais 2 éléments de réponse. Je pense que peut-être, à Asnières, il n'y en a pas beaucoup. Mais d'une manière générale, il y en a quand même pas mal. Et ensuite, c'est pas si facile de créer quelque chose de pérenne. Et je pense pas que dans le poker, ce soit si pérenne que ça. C'est-à-dire qu'il y a des poker tours qui sont organisés par des grandes marques. Donc c'est événementialisé, tu en entends parler, mais parce que tu as un gros sponsor. Mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et il y a plus de tournois de jeux vidéo que de tournois de poker. Et je peux te dire juste en termes de chiffres, sur Tournament l'année dernière, c'est-à-dire sur 2015, on a fait à peu près... on a hébergé 15 000 tournois à peu près sur notre plateforme. Il y en avait
probablement aux alentours de 4000 en France. Donc 4000 tournois en France, si tu divises par 52 semaines, ça fait presque une centaine par semaine. Il y a un point que j'aimerais relever, vous avez discuté avec l'Institut l'Institut olympique français, si je me trompe pas. Pas forcément pour son statut de sport, qu'on avait déjà discuté juste avant, mais surtout sur le statut de joueur qui représente son pays. À l'heure actuelle, un sportif qui participe à une compétition aussi grosse que les Jeux Olympiques ou n'importe quel championnat du monde régulé par son sport représente son propre pays et pas une marque ou son équipe. Donc, est-ce qu'à terme, aussi dans l'e-sport, même si c'est fait en termes de gala et autres, quand on représente l'Europe ou autre, parce qu'on est européen, mais est-ce que derrière, la France ou même d'autres pays du monde, parce qu'on n'est pas tout seul, pourrait envoyer des représentants sportifs, des représentants e-sportifs, des joueurs, représenter leur propre pays. C'est la question de la reconnaissance du e-sport comme un sport. C'est-à-dire que le sport est structuré par affiliation de fédérations au comité international olympique qui permet à toutes les nations du monde d'être représentées aux Jeux olympiques de manière équitable. Aujourd'hui, ça dépend un peu des compétitions. Nous, on a dans le SWC une politique, notamment pour la question des équipes. Autant les individualités, c'est pas très compliqué. Lorsqu'on est une nationalité, de fait, on la représente. Mais pour les équipes, on a dû faire une règle de représentation du drapeau de l'équipe en fonction du nombre de joueurs, en fonction du statut de l'équipe et de l'enregistrement, si c'est un club privé, du pays de son enregistrement. Et donc, parfois, on est arrivé, là, par exemple, au Zénith de Paris, l'équipe Millennium, elle a le drapeau anglais. Parce qu'en fait, il n'y a que des joueurs anglais. Et pourtant, c'est un club français. On essaye, nous, de donner une nationalité aux équipes. On trouve que c'est important, notamment dans l'expérience spectateur. Et puis parce que... Ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde, exactement. Donc les équipes ont des drapeaux, mais d'une manière générale, c'est vrai que les clubs sont transfrontaliers, quoi. C'est-à-dire que finalement, on joue à un jeu sans nationalité, et les équipes, elles n'ont pas vraiment de nationalité de fait, mais parce qu'elles ne sont pas associées au comité international olympique. Comme des clubs de sport. Ouais, c'est ça, ouais. En l'occurrence, qui s'appelait les Nation Wars, qui sont une compète sur StarCraft 2 qui a été organisée par Eurogaming, où justement, les joueurs ne représentaient pas la France, mais plus les joueurs français. Et je pense notamment, je ne sais pas comment ça se passait pour les premières, mais pour les deuxièmes, ils ont été élus par nous, par ceux qui voulaient voter, pouvaient voter pour 3 joueurs de chaque pays. Et quand on regardait la compétition, c'était l'équipe de France, c'était pas l'équipe Millennium ou je ne sais quoi. Mais c'était l'équipe des joueurs français. Et quand ils gagnaient, on a l'impression que c'était la France qui gagnait, pas que c'était Millennium. Oui, mais ça dépend des concepts. C'est-à-dire qu'il y a eu depuis des années plein de concepts de compétition qui ont plutôt fait jouer des nations que des clubs, ou fait jouer des nations que des joueurs. Il y en a eu plein, online, offline. Bon, voilà, ce concept-là a été porté par Eurogaming sur Nation Wars. Mais disons que ça n'a rien d'officiel. Je pense que la question de monsieur, c'était finalement qu'il y ait un caractère officiel et qu'il y ait une implication de l'État dans le fait que des talents représentent le drapeau, quoi, officiellement. Et ça, on n'y est pas encore. Ouais. Je voulais juste donner suite à ce qu'il avait dit tout à l'heure sur le fait que, par exemple, dans sa ville, il y avait une compétition qui avait très bien marché. Moi, personnellement, j'ai habité à Valence, en Espagne. Et là-bas, il n'y a pas beaucoup d'événements. Il y avait un grand événement, c'était DreamHack, qui, d'ailleurs, j'étais très surpris de le voir. J'y ai participé une première année, on était 100. J'y ai participé l'année suivante, on était 300. J'y ai participé l'année suivante, on était 1000. Et la 4e année que j'ai participé, on était 4000. Et je sais pas, mais la première année, on était on avait une grande salle que pour nous. Et la 4e année, on avait 2 grandes salles, dont une était réservée qu'aux événements et une c'était toute la LAN. Et c'était assez grand. Et du coup, je pense que c'est pas exactement juste de dire que, comment dire, qu'il n'y a pas beaucoup d'événements, parce qu'en fait, moi, par exemple, à Valence, il n'y en avait pas énormément, il y en avait un par an, en tout cas de grands événements que je connaisse. Mais par exemple, je sais qu'à Madrid, il y avait un autre événement aussi, je crois, un peu comme à l'image de la Paris Games Week qu'il y a ici. Et Madrid Games Week, oui, à Bilbao. Oui, voilà, et je pense que dans d'autres villes, il doit y avoir aussi d'autres événements et des compétitions aussi.
Ah oui, bah, alors juste pour prolonger, oui, je pense que bah, là aujourd'hui, on peut dire que quasiment tous les week-ends, l'été, il y a des festivals de musique en France, et puis le rock a mis 50 ou 60 ans à devenir une institution. Et ben dans 50 ans, il y aura des DreamHack partout, quoi. C'est comme ça que ça va se passer. Ouais, il y a une question de génération, et puis ouais, c'est ça. Puis d'envie des gens, quoi. D'envie des gens d'y participer. Est-ce qu'il y a une question ? Du coup, j'ai une petite question sur le dopage dans l'e-sport. Parce qu'on sait qu'il existe des trucs pour se concentrer plus longtemps. Et je pense que c'est quand même beaucoup utilisé. Surtout quand on voit certains Moins événements. que par les étudiants. Mais... Bah, quand on voit dans certains événements que certaines finales durent 5 heures, on peut se poser des questions. Mais bon, c'est pas trop le sujet, enfin c'est pas trop ce que je veux demander. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a des contrôles aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle dans l'e-sport? Est-ce que c'est prévu, s'il n'y en a pas, d'en amener? Ouais, on s'est interrogé là-dessus. Alors, il y a deux formes de dopage. Il y a une façon technique de se doper, contre laquelle on a dû lutter dans les LAN parties et avec le SWC. C'est tout ce qui permet le cheat invisible, les aimbots, enfin tous ces trucs-là qui sont finalement une forme de dopage. Hein. On a vu d'ailleurs, je ne sais plus, au dernier Tour de France, qu'il y avait un mec qui avait un vélo électrique caché dans son tube, quoi. Tu vois, c'est quand même donc c'est du dopage technologique, et donc il y a ça dans l'e-sport, hein. Et donc c'est pour ça qu'on ghoste les machines en permanence, que les clés USB sont pas autorisées, que tous les pools de drivers sont maîtrisés pour pas que les drivers soient tweakés. Donc il y a toute une maîtrise de ces enjeux-là qui sont déjà réels. Mais sur la deuxième partie de la réponse, qui est d'autant plus intéressante, oui, il y a aujourd'hui une question sur les amphètes, sur la rétaline, et notamment hérité du fait que des joueurs américains viennent participer à des compétitions en France Terre. Je ne pense pas que ce soit extrêmement déployé en France, en tout cas moi à ma connaissance, mais c'est beaucoup plus accepté aux États-Unis. Et du coup, le fait qu'il y ait des compétitions offline qui mixent des Américains et des Européens nous a fait nous interroger, ESL et nous, sur est-ce qu'il ne faut pas faire des contrôles physiques pour pouvoir dire que des substances sont interdites ou ne le sont pas. Et donc on a rencontré l'agence antidopage française, on a essayé de travailler avec eux sur ces questions-là pour essayer de trouver un cadre, et c'est très compliqué, honnêtement c'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir le droit de forcer des gens à faire des tests, par exemple. C'est très compliqué de les analyser, alors pendant la compétition ou après, de prendre des décisions post-compétition. Enfin, il y a probablement un règlement à écrire qui soit partagé par l'ensemble des acteurs. Et c'est l'une des questions, ça va être l'un des sujets de cette association qui pourrait être la KESPA française, d'avoir une position là-dessus. Déjà d'édicter des chartes qui permettent de faire de l'information, c'est-à-dire de dire, bon, d'une manière générale, il ne faut pas faire ça, pourquoi ? Quelles sont les conséquences ? Ce n'est pas tellement les conséquences sur la différence d'appréhension du jeu ou la différence de performance qui serait possible entre deux concurrents, c'est de la prévention médicale, c'est-à-dire qu'on paye toujours cher l'usage de ce genre de médicaments physiquement, donc c'est plutôt de la prévention qu'il faut faire et dicter des chartes, et puis après on verra si le next step c'est de contrôler pour interdire ou pas, mais c'est très compliqué. Enfin ça paraît facile mais ça l'est pas du tout. Juste pour répondre, je sais qu'il y a eu un médicament qui a été interdit, médicament qui était prévu pour tout ce qui est PTSD de base, et qui est aux États-Unis assez facile. Là, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça latéral. Et qui a été interdit par je ne sais plus quelle compétition, mais ouais, il y a déjà eu des choses qui ont été faites autour de ça. Et en grande partie parce que pas mal de joueurs se fichaient en fait du fait que c'est juste un jeu vidéo, donc je m'en fous. Je peux me permettre de faire ce que je veux. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu des régularisations. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions ? Peut-être que justement, vu qu'il y a plus grand monde qui a l'air d'avoir envie de poser des questions, c'est quoi les prochaines deadlines par rapport à toutes ces réflexions, par rapport à tout ça ? Quand est-ce qu'il y aura un véritable retour ? Quand est-ce que vous autres, on va dire secteur privé, vous aurez fini de vous mettre, on va dire, au point entre guillemets ? Je souligne un peu le secteur privé parce qu'au final, on a beaucoup parlé de joueurs et compagnie, mais pour l'instant, et c'est un peu la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est un peu du merchandising, c'est une question de se mettre en commun, on va dire, c'est
vous êtes un entrepreneur en fait, entrepreneur sur un secteur qui pour l'instant n'est pas assez valorisé. Mais justement, quand est-ce que nous on aura un retour sur toutes vos discussions, sur tout ce que vous allez... Alors le rapport est un rapport intermédiaire à l'heure actuelle qui a été rédigé par un député et un sénateur. Ce rapport intermédiaire, à partir du 25 avril, il va être analysé par une commission qui va, d'ici le 15 mai, émettre des recommandations, soit réglementaires, soit de production de nouvelles lois, et qui vont être ensuite à l'Assemblée et au Sénat en juin ou en septembre. Voilà le calendrier législatif. Nous, ensuite, en tant qu'acteurs, notre calendrier, c'est plutôt avant le 25 avril, probablement, de pouvoir faire une annonce de création de cette association dont je vous ai parlé. Donc c'est des trucs qui sont très, très chauds, quoi. Alors, pour pas vous cacher, ce matin, j'étais au cabinet d'Axel Lemaire pour en parler. Donc, c'est quasiment tous les 2 jours, quoi. Donc, on est en plein dedans. D'autres questions? Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour ceux qui sont... Vous remercier pour votre attention. Merci Justin pour l'invitation. Voilà, j'espère qu'on a pu échanger. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous rencontrer. Et puis, mon email, c'est facile. Hein, c'est mdallon@oxen.net si vous voulez rester en contact avec moi. Vous me posez d'autres questions. Alors oui, j'ai un point. Je voulais pas venir sans dire qu'on embauche. Et on embauche des devs. Alors, je sais pas où vous en êtes dans vos études, où vous voulez aller, mais nous, on a un vrai super projet qui s'appelle Tournament, donc je vous invite à le découvrir. Et donc on embauche des devs en back, en front, et c'est pas facile de trouver des gens talentueux. Et je pense qu'il y en a allez sur entreprise.42.fr. Voilà. Bah non, mais si vous cherchez des stages ou si vous cherchez, je pense que vous n'aurez aucun souci à trouver du boulot. Mais enfin, nous, ça nous intéresse d'avoir des talents et des gens qui connaissent un peu cette économie, quoi. Voilà. Merci Mathieu d'être venu. Merci à vous.